La raison pourrait en être une des deux raisons dont j'ai parlé au chapitre 8. En premier lieu, il se pourrait que le locuteur accepte des normes d'ordre supérieur qui laissent un certain jeu. Il pense alors que ni lui ni l'auditeur ne sont tenus d'accepter ce qu'il accepte lui-même. L'autre possibilité est qu'il conçoive que la validité de ce qu'il avance dépend du point de vue. Il se peut qu'il s'estime tenu quant à lui d'accepter ce qu'il avance, mais pas l'auditeur. Dans les deux cas, soit il doit dissimuler les fondements qui lui permettent de dire ce qu'il dit, soit il doit se lancer dans une sorte de terrorisme. Nous pouvons donc demander s'il peut imposer ses exigences conversationnelles à tout le monde, avec franchise et sans terrorisme. Il se montre franc s'il ne dissimule rien des fondements de ses exigences. Il fait du terrorisme s'il produit franchement une exigence sans penser que son auditoire est forcé de l'accepter, s'il produit l'exigence sans accepter les normes qui disent à son auditoire de l'accepter. Peut-il produire ces exigences sur tout le monde avec un fondement prétendu tout en ne dissimulant rien? Je dis que pour ce faire, il doit accorder au jugement une validité indépendante du point de vue. Les normes de l'ordre le plus élevé qu'il accepte doivent imposer à tout le monde de l'accepter. Certes, il est inutile qu'elles exigent l'acceptation du jugement à la lumière des faits dont l'auditoire dispose. Le locuteur pourrait être sincère même s'il pensait qu'il manquait à son auditoire les faits lui permettant d'avaliser ce qu'il disait. Toutefois, il faut qu'il pense qu'étant donné les faits, son auditoire devrait accepter ce qu'il dit. Mes questions portent sur des personnes qui pensent de manière idéalement cohérente. Le but est de rendre manifeste la logique de l'acceptation, la logique qu'il y a à penser comme objective une question normative. Quand est-ce qu'une personne pense objective une affirmation normative, et ce de manière cohérente? C'est le cas si elle peut exiger de tous, avec une entière cohérence, qu'ils acceptent son jugement, et si elle peut produire cette exigence avec franchise et sans terrorisme. Nous avons à présent une synthèse de la théorie des normes d'ordre supérieur et de la théorie des exigences conversationnelles. Les exigences conversationnelles impliquées dans le fait d'appeler une chose rationnelle ne sont pas étayées par la force. Elles sont produites au nom de la raison. Le locuteur exige que son auditoire accepte ce qu'il estime que son auditoire doit rationnellement accepter. Du moins, c'est ainsi qu'il se présente en train d'agir, et nous pouvons demander s'il le fait de manière cohérente, franche et sincère. Il sera sincère s'il estime que rationnellement son auditoire doit accepter ce qu'il affirme. Si les normes d'ordre supérieur qu'il accepte, s'appliquant à la situation de son auditoire, demandent une telle acceptation. Les standards conversationnels. Pour un locuteur cohérent, la sincérité est la possibilité de la franchise sans terrorisme. Le terrorisme consisterait à exiger l'acceptation de ce que nous disons, bien que nous admettions que les normes d'ordre supérieur que nous acceptons, s'appliquant à l'auditoire, ne prescrivent pas une chose pareille. Mais pourquoi le terrorisme devrait-il ne consister qu'en cela? On peut imaginer d'autres standards. Nous pourrions dire que je ne vous fais subir mon terrorisme que lorsque j'exige franchement que vous acceptiez une chose que je n'accepte pas. Nous pourrions dire dans une autre version que je vais vous faire subir mon terrorisme chaque fois que je revendique une autorité qui est plus que contextuelle. Je vous fais subir mon terrorisme si j'exige que vous acceptiez davantage qu'il ne s'ensuit des prémices que vous acceptez déjà, en y ajoutant mes observations. On pourrait formuler cette direction de pensée dans les termes d'une description de la cohérence, dans laquelle ce que je peux exiger que vous acceptiez dépend de diverses pressions qui s'exercent sur les choses que vous jugez, à divers degrés, crédibles de façon indépendante. Je peux exiger que vous acceptiez ce que je dis, si, après avoir ajouté mes observations à votre réserve d'opinion, ce que je dis fait partie de l'extension doublée d'une révision la plus cohérente de vos opinions. La question porte sur les inhibitions et la gêne dans la conversation. Normalement, des inhibitions empêchent le locuteur de terroriser son auditoire. Des inhibitions l'empêchent de produire des exigences conversationnelles, lorsque la franchise quant à ses motifs le forcerait soit à retirer ses exigences, soit à se lancer dans le terrorisme. Si une contestation montre qu'il est dans une telle position, il sera gêné. Certes, on peut surmonter ces inhibitions et endurer cette gêne, mais elle façonne la discussion normale. Notre question est de savoir quels standards attachés à ces inhibitions et à cette gêne. Quelles exigences sont légitimes de sorte que ne devraient pas leur être attachés des embarras de ce genre? Devrais-je répugner à revendiquer toute autorité qui n'est pas contextuelle? Devrais-je hésiter à avancer une chose qui ne s'ensuit pas de faits et des normes que vous acceptez déjà? Devrais-je me sentir gêné si vous montrez que c'est ainsi que j'ai agi? Ces standards saperaient une bonne partie du sens de la discussion normative. Si nous limitons les assertions de cette manière, nous excluons des types d'exigences d'où pourra sortir un consensus normatif fondamental. Nous produisons bien des exigences mutuelles qui vont au-delà de cela
et chacun de nous à un certain degré est impressionnable par ces nouvelles exigences. J'ai soutenu dans le chapitre précédent que certaines de ces exigences supplémentaires sont légitimes. Ces exigences conversationnelles servent à faire avancer la discussion quand il est impossible de résoudre les problèmes de manière contextuelle. Lorsque l'influence mutuelle est la seule voie vers un consensus, nous ne devrions pas les rejeter sommairement comme peu sincères ou incohérentes. Si cela est exact, alors les fondements légitimes d'exigence conversationnelle ne se bornent pas aux observations du locuteur et aux choses déjà acceptées par l'auditoire. Un locuteur peut revendiquer légitimement une autorité qui aille au-delà du contextuel. Tournons-nous alors vers le pôle opposé. Peut-être toute exigence conversationnelle d'acceptation est-elle légitime, à la seule condition que le locuteur soit conséquent et qu'il accepte lui-même ce qu'il exige que les autres acceptent. Accepter cela nous priverait d'un procédé important pour progresser dans la direction du consensus. Considérez à nouveau notre anorexique à la cohérence idéale. Je dis qu'il n'en est en rien censé pour elle de se laisser mourir de faim par amour pour sa ligne. Elle dit que si nous produisons chacun nos exigences conversationnelles, reste-t-il quelque chose à dire? Ce qu'elle peut faire maintenant, c'est soulever un point de contestation épistémologique. Elle peut me demander comment je le sais. Maintenant que nous en sommes arrivés au moment où il s'agit simplement de face à face avec mon autorité normative et la sienne, elle peut me demander ce qui me fait penser que je suis meilleur juge. Bien sûr, je peux formuler la même contestation à son endroit, et il est possible que cette contestation réciproque ne fasse rien pour faire avancer la conversation. Elle peut très bien se voir opposer un dogmatisme mutuel, ou bien il est possible qu'elle sape notre assurance à tous les deux, nous laissant sceptiques quant aux normes. D'un autre côté, il est possible qu'elle autorise une nouvelle évaluation de nos affirmations normatives opposées. Après tout, elle peut prétendre revendiquer une source particulière d'autorité normative. C'est elle qui vit sa vie, c'est elle qui fait l'expérience de ce que c'est vraiment d'être dans sa situation. Je dois répondre à cet argument épistémologique avec un autre qui soutient mon autorité normative à moi. Sinon, je dois renoncer à l'affirmation que j'avançais. Il est possible qu'au bout du compte, notre désaccord fondamental n'en soit pas résolu, mais cela reste quand même une possibilité. Nos standards de la gêne dans la conversation devraient permettre de telles formes de contestation. Un locuteur devrait ressentir de la gêne s'il n'a pas de réponse. Cela signifie que si les exigences conversationnelles doivent compter comme légitimes et idéalement cohérentes, il faut qu'elles soient appuyées par une explication épistémique. Le locuteur doit accepter des normes d'ordre supérieur qui disent à l'auditeur d'accepter ce qu'il est en train de dire. Ces normes d'ordre supérieur forment son explication de la raison pour laquelle il est en position de juger, de la raison pour laquelle son auditoire devrait lui accorder l'autorité qu'il revendique. Considérer le rôle discursif permet donc d'appuyer la proposition précédente. Si une personne est entièrement cohérente, alors elle accepte une chose comme relevant d'une question objective de rationalité seulement si les normes d'ordre supérieur qu'elle accepte lui assignent une validité indépendante du point de vue. La chaîne de raisonnement était à peu près la suivante. Un locuteur traite ce qu'il dit comme une question objective de rationalité s'il peut exiger que tout le monde l'accepte. Plus précisément, le test consiste en ceci. Pourrait-il produire ces exigences de manière cohérente en révélant leurs motifs sans pour autant terroriser son auditoire? Ce qui constitue du terrorisme dans ce test est une question d'inhibition et de gêne conversationnelle. Les inhibitions et la gêne qui devraient normalement orienter la discussion. Nous aurions pu attacher ces sanctions à toutes les revendications d'autorité dépassant le contextuel. Mais alors nous stigmatiserions comme illégitimes les exigences conversationnelles qui nous permettraient de passer du désaccord fondamental à l'accord. L'autre possibilité aurait été d'autoriser toute exigence conversationnelle aussi longtemps que le locuteur lui-même accepte ce qu'il est en train de dire. Toutefois, cela exclurait les contestations épistémiques qui parfois résolvent une impasse. Pour que la discussion soit le mieux à même d'encourager un consensus, les exigences ne devraient compter pour pleinement légitimes que lorsqu'elles sont appuyées par une explication épistémique cohérente. Cette explication consistera en normes d'ordre supérieur et ces normes doivent assigner une validité indépendante du point de vue à ce qui est avancé. Les qualifications orientées quant au contenu. Dans le cadre de la répétition qui précède la discussion normative, nous considérons sous tous leurs aspects des possibilités de contestation épistémologique. Des parties de la philosophie consistent en une répétition et une discussion normative poussée loin. Dans le cadre d'une recherche philosophique, nous pouvons demander ce dont il y a besoin pour réagir à de telles contestations. Il se peut que cela nous aide à discerner le type d'objectivité qui est revendiqué quand une personne produit une affirmation normative. Dans notre vie quotidienne, nous sommes loin d'exiger une cohérence extrême, philosophique. Pourtant, même dans une discussion ordinaire, un locuteur produit des exigences implicites et ces exigences peuvent être critiquées. Parmi les critiques possibles, il y a des critiques épistémologiques. On pourra dire que le locuteur n'est pas en bonne position pour juger dans cette question, ou bien que l'auditoire est dans une meilleure position.
Le locuteur n'est pas d'une incohérence criante aussi longtemps que, face à une contestation, soit il rétracte ses exigences, soit il estime que l'on peut répondre à la contestation. C'est un cas de gêne de ne pas avoir soi-même la réponse. Ce n'est pas un scandale. Dans la plupart des cas, dans une discussion normale, il n'y a qu'une incohérence qui soit criante qui peut forcer un locuteur à changer d'avis, sous peine de se disqualifier absolument comme participant à la discussion. Même s'il n'a pas de réponse, le locuteur peut camper sur ses positions. Ce faisant, il a fait le choix de renoncer à une discussion complète, mais pas à toute discussion. Il se peut qu'il continue de penser qu'une bonne explication pourrait être fournie. Toutefois, ce n'est pas lui qui la propose, et ainsi ne défend pas entièrement sa prétention à l'objectivité. Revenons donc au standard de la cohérence idéale. Si un locuteur idéalement cohérent revendique de l'objectivité, il lui faut une explication épistémique. Il se peut que l'auditeur rejette ce que dit le locuteur. Alors il faut que le locuteur dise pourquoi il est compétent pour juger et pourquoi l'auditeur ne l'est pas. Il se peut que ce soit une explication que rejette l'auditeur. D'ailleurs, il se peut qu'il accepte une explication opposée, une explication qui dit pourquoi lui, l'auditeur, est compétent pour juger et pourquoi le locuteur ne l'est pas. Dans ce cas, l'auditeur résistera à l'influence du locuteur et rejettera ses exigences. Toutefois, les standards qui autorisent l'exigence sont utiles. Ils autorisent à la fois l'influence mutuelle et la contestation épistémologique. L'influence fonctionne en partie par le biais des exigences conversationnelles qu'autorisent ces standards, et les contestations épistémologiques font appel à ces standards. Donc les standards peuvent aider à résoudre quelques désaccords, même si d'autres demeurent insolubles. Quand j'insiste ainsi sur la discussion et sur l'idée de parvenir à un consensus, je suis Habermas, 1973, qui parle d'une communauté de communication. D'après Habermas, revendiquer une validité normative pour une chose, c'est penser qu'elle pourrait être admise dans une discussion rationnelle. Autrement dit, qu'elle pourrait être fondée sur un consensus des parties intéressées qui serait instauré grâce à des arguments. Il énumère les conditions nécessaires pour la discussion, discourse. En gros, que tous les motifs autres que celui de la recherche en commun de la vérité sont exclus. Lorsque dans ces conditions on parvient à un consensus sur la recommandation d'accepter une norme, et que ce consensus est le résultat d'une argumentation, ce consensus exprime une volonté rationnelle. On pourrait lire ce passage comme la présentation par Habermas d'une explication épistémologique. Les juges compétents en matière normative sont ceux qui sont parvenus au consensus dans une recherche en commun de la vérité. D'après cette lecture, je ne suis nulle part en désaccord avec Habermas. Dans ce que je dis, je ne me lie ni à son explication ni à une explication rivale, quoique l'accent que je place sur la légitimité de l'influence mutuelle semble bien convenir au tableau dressé par Habermas. En fait, ce que je propose, c'est une des significations de son affirmation selon laquelle un consensus du type qu'il décrit exprime une volonté rationnelle. Selon mon interprétation, par cette affirmation, il accorde de l'autorité au jugement consensuel qui apparaîtrait par une argumentation dans une recherche en commun de la vérité. Toutefois, il se pourrait qu'il présente une théorie de ce que signifie rationnel, que rationnel signifie simplement issu du consensus qui proviendrait d'une recherche commune de la vérité et qui serait le résultat d'une argumentation. Je ne suis pas d'accord si cette lecture est la bonne. Et il se pourrait que sans désordre mental, une personne estime quelque chose rationnel, mais ait une explication de ce qui assure un jugement normatif compétent différente de celle de Habermas. Si je suis par rapport à l'auditeur dans la meilleure position pour juger, ce doit être en vertu de certaines de mes caractéristiques. Peut-être suis-je un adulte et mon auditeur un enfant, ou bien j'ai de l'expérience dans ces questions et pas lui. Peut-être que j'établis des inférences rapidement et en succession rapprochées, alors que lui le fait si lentement qu'il oublie ses inférences précédentes. Peut-être ai-je un entraînement pour mettre en doute les choses que croient ceux qui m'entourent, alors que lui a été dressé à étouffer ses doutes et à accepter révérencieusement les croyances de sa culture. Ces explications épistémologiques sont admissibles. Ce qui ne l'est pas, c'est la version toute tenue selon laquelle je puis juger parce que je suis moi et que mon auditeur ne l'est pas. S'il n'est pas nécessaire que l'explication soit telle que l'auditeur l'accepte, pouvons-nous lui imposer des conditions nécessaires ? Nous pourrions vouloir dire qu'on ne peut pas trafiquer les qualifications à apporter un bon jugement normatif de sorte qu'elles donnent des résultats substantiels particuliers. Après tout, sans cette restriction, un locuteur peut avoir recours à des ruses malhonnêtes. Il peut prendre tout ce qu'il accepte de défendre et le défendre obstinément contre les attaques en dénigrant tous ceux qui ne décident pas à l'accepter. Appelons les propriétés qu'exclut une telle restriction des propriétés orientées quant au contenu et les autres propriétés neutres quant au contenu. Une propriété orientée quant au contenu pour un juge normatif sera 1. Toute disposition à produire ou ne pas produire des jugements normatifs constants particuliers, ou 2. Toute propriété qui implique logiquement une telle disposition. Les autres propriétés des juges normatifs sont neutres quant au contenu. Il y aura des manières tordues de tourner cette caractérisation de la neutralité quant au contenu. Il se pourrait que des propriétés qui, d'après cette caractérisation, sont chacune neutre dans le contenu, s'avèrent truquées dans le contenu en conjonction.
La vraie question sera de savoir si c'est notre explication épistémique en entier qui est truquée, si elle implique une disposition à produire un jugement normatif particulier. La restriction que l'on propose sur les explications épistémiques est donc la suivante. Si une personne possède une autorité normative dont une autre est dépourvue, cela doit être à cause d'une propriété neutre quant au contenu qui diffère l'un à l'autre. Même si nous acceptons cette restriction, nous pouvons toujours traiter le fait de produire de mauvais jugements comme la preuve que l'on a un mauvais jugement. Caligula jugeait qu'il est censé admirer la cruauté gratuite. Je pourrais penser que nul ne pourrait accepter de telles normes s'il comprenait pleinement et de manière frappante ce qu'impliquerait le fait de subir la cruauté. Je pourrais être d'avis que comprendre les choses de manière frappante est une des qualifications essentielles pour un bon jugement normatif, une qualification neutre quant à son contenu. L'approbation par Caligula de la cruauté gratuite, je l'interpréterai donc comme le signe d'un jugement normatif faible. Je prendrai cela comme le signe qu'il était dépourvu d'une propriété neutre quant à son contenu que doivent avoir les juges normatifs compétents. Certes, il est probable que je ne pourrais pas en convaincre Caligula, mais je pourrais le penser de façon cohérente et peut-être en convaincre les autres. Donc cette condition nécessaire nous laisse encore rejeter quelqu'un en tant que juge normatif compétent parce qu'il a fait preuve d'un mauvais jugement. Ce qu'elle interdit, c'est de le rejeter tout en admettant qu'il n'est dépourvu d'aucune propriété neutre quant à son contenu que doit avoir un juge compétent. Ceci peut sembler une restriction raisonnable à apporter aux explications épistémiques, mais nous devrions néanmoins la rejeter. Prenez à nouveau Caligula. Face à lui, il ne fait pas de doute que nous prendrions d'abord le fait qu'il admire la cruauté gratuite comme la preuve d'un défaut neutre quant à son contenu. Mais supposez que nous fassions des recherches et que nous ne trouvions aucune qualification neutre quant au contenu qui lui manque. Son autorité normative s'en trouverait-elle lavée de tout soupçon? Peut-être pas. Ne pourrions-nous pas raisonnablement rejeter Caligula simplement au motif que ses jugements normatifs sont monstrueux? La seule alternative est de laisser tous nos jugements normatifs à la merci d'une sensibilité normative anormale. Après tout, les propriétés neutres quant à leur contenu n'impliquent pas logiquement les jugements normatifs particuliers. Si les qualifications neutres quant au contenu excluent les jugements extrêmes, elles le font en vertu de limites contingentes sur les manières dont les gens sont construits. Bien sûr, il n'est pas obligatoire que ces limites naissent de la pure occasion. Nous sommes façonnés de manière systématique par la sélection naturelle et par la vie. Pourtant, il n'est aucunement garanti que les limites protègent ce qui a le plus besoin d'être protégé. Il pourrait s'avérer, au vu de tous les tests neutres quant au contenu, que Caligula est un juge normatif hors de pair. Mais si ces jugements sont monstrueux, nous leur accorderons aucun poids. S'il n'y a que des qualifications orientées quant au contenu qui excluent Caligula, alors nous ne saurions renoncer à ces qualifications. Nous rejetterons les jugements normatifs si, de diverses manières substantielles, ils sont indéfendables. Le dogmatisme normatif. Acceptons donc, sous réserve que certaines des qualifications que doit remplir un juge normatif compétent sont orientées dans leur contenu. Dans quelle situation cela nous met-il? Les exigences de cohérence épistémique fondent un geste important dans la discussion normative, un geste qui conduira parfois à l'accord quand les parties sont par ailleurs cohérentes et que leur désaccord est par ailleurs fondamental. Il peut se produire que l'on conteste une des parties sur la raison pour laquelle elle estime que ce sont à ses jugements qu'il faut accorder le plus confiance. Si elle n'a pas de réponse, elle éprouve une gêne conversationnelle, mais voici qu'il semble que les réponses sont faciles à trouver. Notre partie peut citer simplement le fait qu'il juge comme il le fait, et dit que c'est cela même qui fait de lui le meilleur juge. Il peut se contenter de revendiquer un bon jugement de manière dogmatique. Il semble que la cohérence épistémique ne soit plus efficace. À quoi nous sert-elle en ce moment? La réponse est affaire de prix. Le dogme a un prix. D'ordinaire, il termine la discussion. Nous ne pouvons nous montrer crûment dogmatiques à l'égard de quelqu'un que si nous sommes disposés à nous passer de lui comme participant à la discussion. C'est ce prix qui donne leur efficacité aux exigences de cohérence épistémique. Quand une personne pourrait-elle accepter qu'elle est un piètre juge normatif simplement parce qu'elle juge comme elle le fait? Il se pourrait qu'elle soit extrêmement influençable. Dans ce cas-là, même un dogmatisme criant pourrait l'amener à voir les choses comme le locuteur. Mais d'ordinaire, si une prétention dogmatique a un bon jugement a la moindre chance d'être acceptée, elle sera gratuite. De telles prétentions ne sont acceptées que s'il existe une grande asymétrie entre le locuteur et l'auditeur. Le locuteur jouit peut-être d'une position sociale dominante ou parle en s'appuyant sur un contexte personnel particulier de savoir-faire. Dans tous les cas de ce genre, il existe entre le locuteur et l'auditeur des différences neutres quant à leur contenu qui pourraient être utilisées comme base pour prétendre à une autorité particulière. Dans la plupart des cas, les exigences conversationnelles dogmatiques se détruisent donc d'elles-mêmes. Il est rare que nous puissions attendre d'une personne qu'elle se considère un mauvais juge normatif sans raison identifiable, alors que le contenu des jugements qu'elle produit. Alors, pourquoi permettre jamais à une personne d'être disqualifiée pour le pur et simple motif qu'elle produit de mauvais jugements?
Ce n'est pas parce que sur cette base nous pouvons espérer la comprendre dans une discussion normative, c'est plutôt parce que nous devons pouvoir en dernier ressort l'exclure. Il est bien possible qu'il soit futile de dire à la personne elle-même qu'elle est mauvais juge des questions normatives. Toutefois, il se peut que nous ayons besoin de nous le dire entre nous. Autrement, nos convictions normatives sont indûment des otages de la possibilité que d'autres, quelques personnes tordues parmi nous, ou de nombreuses personnes étrangères loin de nous, verront les choses différemment. Il est peu probable que nous puissions faire entrer dans une discussion normative beaucoup de gens dans des rôles subordonnés, et ce sans motif, mais nous pouvons refuser de donner tout leur poids au jugement de gens qui nous sommes disposés à exclure. Nous payons un prix, mais ce prix vaut peut-être d'être payé. Ce prix explique pourquoi la perspective d'un désaccord fondamental devrait être si dérangeante. Dans ces moments où je dis à notre anorexique idéalement cohérente qui n'est en rien censée de se faire mourir de faim, de se laisser mourir de faim par amour de la ligne. Je produis une exigence conversationnelle, j'exige qu'elle accepte ce que je dis, qu'elle partage l'état d'esprit que j'exprime. Si je suis cohérent et sincère, les normes d'ordre supérieur que j'accepte lui demandent objectivement de s'exécuter, étant donné les faits tels que je les vois. Supposer qu'il y a accord sur les faits entre nous et que donc notre différence soit entièrement normative. Je sais que les normes d'ordre supérieur sur lesquelles je base les exigences ne sont pas celles qu'elle accepte. Bien sûr, elle peut émettre à mon intention les exigences correspondantes. Elle peut exiger que j'accepte qu'il est censé de se laisser mourir de faim par amour de la ligne, et elle sera sincère en vertu des normes d'ordre supérieur qu'elle accepte. L'impasse que je dessine est bien sûr hautement artificielle, une construction de philosophe. Il se peut que surviennent des impasses normatives bien réelles, mais aucune des parties impliquées ne sera idéalement cohérente, et il est certain qu'aucune des parties n'aura l'assurance que l'autre l'est. Toutefois, nous le savons bien, il se présente des cas où l'influence socratique et l'autorité contextuelle semblent avoir cédé, et ces cas nous ébranlent. Nous disons qu'ils menacent de dégénérer en concours d'injures. La conséquence, c'est que nous pouvons nous trouver réduits à demander si une telle chose pourrait arriver si toutes les personnes impliquées étaient vraiment idéalement cohérentes. Pour explorer ceci, il nous faut un cas idéalisé de manière utilisable. Pourquoi donc un désaccord fondamental devrait-il être dérangeant? L'histoire de la philosophie est remplie de tentatives pour prouver qu'il est impossible à des penseurs cohérents d'être en désaccord. Il est largement reconnu que ces tentatives sont des échecs, mais qu'elles satisfont un besoin de l'homme. La possibilité même d'un désaccord fondamental semble un défi à notre vie normative, et je pense que je l'ai suffisamment manifesté. Les normes communes nous protègent et nous donnent le sentiment que notre pensée a un ancrage. Une des choses qui constitue le fait d'avoir une conviction normative est de penser que nous pourrions gagner un débat où nous aurions à justifier cette conviction, ou du moins une des choses qui constitue la psychologie ingénue de l'acceptation d'une norme. Nous répétons de possibles débats dans le cadre d'un effort pour affiner nos convictions normatives, et nous acceptons une affirmation quand nous pensons que nous pourrions bien comprendre l'argumentation. Nous voulons penser que nous pourrions gagner un débat, nous opposant à toute personne participant pleinement à la discussion normative, à toute personne qui ne sacrifie pas lamentablement toute prétention à l'autorité normative. Même l'idée de la possibilité d'une contestation fondamentale peut ébranler cette assurance. Il se peut donc que nous ayons besoin à la fois de comprendre une personne dans la discussion normative et de l'exclure. Nous avons besoin de la comprendre parce que c'est dans la discussion que nous vivons notre vie normative. Réagir pleinement à cette personne comme un humain, c'est être prêt à discuter avec elle. De notre côté, si nous la comprenons, il est possible que les pressions vers la cohérence nous entraînent dans des directions normatives qu'il n'est pas censé de suivre. Nous en sommes certains. Les conditions nécessaires imposées aux explications épistémiques du point de vue de la forme ne résoudront pas ces pressions opposées. L'objectivité grandiloquente. J'ai parlé de manière grandiloquente. J'ai dit qu'une personne ne traite ses jugements comme des questions objectives de rationalité que si elle peut produire de leur part des exigences, de les adresser à tout un chacun. Elle doit pouvoir exiger de tout un chacun qu'il partage ses jugements et produire cette exigence de façon sincère et franche. Mais qui est ce tout un chacun? Toute l'humanité? Tous les êtres rationnels concevables? Elle vit sa vie discursive dans des cercles plus réduits. Peut-être peut-elle adresser des exigences à ceux qui participent avec elle à la discussion, même lorsqu'elle ne pourrait pas les adresser à tous les membres d'un groupe plus large. Dans ce cas, elle est toujours en mesure de prétendre à toute l'objectivité qui importe pour ses intentions présentes, même si elle ne prétend pas à l'objectivité dans son sens le plus grandiloquent. Quelle est l'utilité de l'objectivité grandiloquente? Un jugement normatif est objectif dans ce sens grandiloquent seulement au cas où il serait accepté par tout juge normatif idéal concevable. Un penseur idéalement cohérent traite un jugement comme étant objectif, au sens grandiloquent, s'il peut exiger son acceptation sincèrement et franchement de tous les êtres rationnels et concevables.
Il peut exiger l'acceptation sincèrement et franchement seulement au cas où il estime que ses auditeurs accepteraient le jugement s'il était des juges normatifs idéaux.